Alors, pendant qu'on prenait les photos, quand les photos officielles ont été déjà prises, Madame Macron est rentrée pour chercher une des filles Tshisekedi qui est venue sur le perron et qui a participé à la prise de photos. La fille, c'est la fille Tshisekedi. Bien sûr. Ok, on nous a laissé entendre que c'est une Rwandaise. Non, rien du tout. C'est la fille, là, la grande là, la grande détail, c'est la fille du président. Congo, Africa. C'est pas bien de dire que nous sommes tous corrompus. Nous avons des journalistes intègres, professionnels et sérieux. Vous n'avez pas besoin de les chercher loin, ils sont là. Si vous voulez, vous les verrez. S'ils sont des fauchés, ils n'ont pas d'argent. Non, mais c'est pas... si quelqu'un veut venir dans la presse pour faire de l'argent, alors il s'est trompé de métier. Voilà. Congo, Africa. Le plus grand droit de l'homme, c'est le droit à l'information. Il est vrai que les journalistes peuvent avoir des tendances éditoriales. Mais moi, je ne crois pas qu'un journaliste doit avoir une tendance politique. Ce n'est pas notre travail. On nous a pas... Le public ne nous paye pas pour avoir des couleurs politiques. Et ceux qui le font, dommage, ils ne sont plus journalistes. Congo, Africa. Vous avez dit que vous avez horreur des hommes de médias qui se font stars. Congo, Africa. Un animateur peut très bien faire de la publicité. Voilà. Ce qu'il dit, les gens suivent. S'il dit, écoutez, moi, je prends des lots tel, les gens veulent le suivre. Il devient un modèle d'exemplarité. Il devient une star. Mais le journaliste ne peut pas être une star. Congo, Africa. Vous savez, la presse dans notre pays, c'est une activité essentielle, mais c'est une des activités les plus négligées. Nous sommes quand même une catégorie de citoyens, nous sommes des survivants de plusieurs misères. Congo, Africa. La plupart des télévisions, des médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse parlée, se débrouillent beaucoup et n'existent souvent pour la plupart que par l'imposition sur eux des mains politiques. Ce sont les politiques qui ont créé, et d'ailleurs sur les 300 chaînes que nous avons, sur la centaine de titres que nous avons, plus de la moitié c'est des politiciens. Congo, Africa. En Ouganda, même au Kenya par exemple. Au Kenya, le journal, il coûte moins de... donc les dixièmes d'un dollar du journal. Mais il est de 16 pages. C'est presque gratuit. Mais à Kinshasa, le journal est le plus cher d'Afrique centrale. Congo, Africa. Nous avons l'habitude de regarder des chaînes de télévision. Nous regardons la chaîne camerounaise, la chaîne ivoirienne. Mais comment nous, à la RTNC, nous ne sommes pas à mesure de produire de très belles émissions et un très bon plateau? C'est quoi le problème? Congo, Africa. Moi, je pense qu'il serait de bon ton qu'il puisse prendre acte de ce qui est arrivé. Prendre acte de ce qui est arrivé parce qu'en forçant les destins, parfois on le brise. Moi, je pense que si je pouvais être son conseiller, moi, je pourrais peut-être lui demander d'être un des conseillers du président, même un des conseillers, un des doyens, parce que 80 ans, ce n'est pas peu de choses. Très peu de gens arrivent à cet âge. Alors l'ambition, c'est pour faire quoi? Congo, Africa. Ceux qui ont signé cet accord ont convenu de ce qu'on appelle le pacte républicain en disant oui, nous allons revenir aux élections. Oui, quelqu'un peut gagner les élections. Oui, il peut gagner une fois, renouvelable. Et quand il a fait 2 fois, il ne peut pas rester au pouvoir. Congo, Africa. Cette consommation, elle me gêne pour ça. Parce que, en réalité, aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il doit une concession minière. Ce qu'il trouve dans sa concession lui appartient. Congo, Africa. À quoi ça sert d'aller voir des gens qui ne verront que le mauvais côté? Regardez ce qui est arrivé à l'Élysée. Bon, personne n'est venu demander qui était la dame sur les perrons. Mais tous les médias produits à partir d'ici ont véhiculé l'idée que c'était l'ambassadrice rwandaise. Congo, Africa. Congo, Africa.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs de Congo Africa, nous vous demandons encore une fois de vous abonner encore plus, vous qui nous suivez de partout, vous êtes à Kinshasa, pourquoi pas à Brazzaville, en Angola, en Belgique, en France, en tant que communauté congolaise, africaine et tout, communauté de partout, veuillez vous abonner sur Congo Africa pour suivre l'émission Les Experts de l'info avec mon grand frère, mon confrère Adi Londolé, beau comme un dieu. Bonsoir Adi. Bonsoir le Samak Tabo, la tête de série numéro 1. On a changé le décor. Aujourd'hui, on va recevoir un grand de la presse congolaise. Alors, on voulait le recevoir un tout petit peu décontracté. Donc, je m'en vais directement à présenter notre invité de marque sur ce plateau, sur ce salon de experts de l'info. Il s'agit bien sûr de Willy Kalengai, qui est DG du groupe de presse Géopolis, mais on le sait, c'est vraiment un chevronné de la presse. Il a fait le soft, il a fait la presse écrite pendant beaucoup d'années, il continue à le faire, et on le connaît tous dans Antena. Donc la première personne à imposer l'information, le JT dans une chaîne privée, il est là, Willy Kalengai. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir mon ami Londolé. Merci de me recevoir et surtout de m'honorer de ce beau plateau ici à Paris. Ce n'est pas tous les jours. Ça me fait donc un grand honneur et je suis content d'être avec vous pour partager un tout petit peu ce que je pense être notre démarche commune. Ok, voilà. Adi Londolé, nous allons d'abord aider la nouvelle génération, hein, non seulement de la presse congolaise, mais de tous nos téléspectateurs qui nous suivent, de connaître un tout petit peu notre hôte du jour, Willy Kalengai. C'est pourquoi on va le demander de nous faire sa petite biographie en quelques minutes. Il n'est pas facile. Qui est Willy Kalengai? Moi, je dirais à tout seigneur, tout honneur. Voilà. On a changé le plateau uniquement pour vous. Voilà. Ça me fait plaisir. À tout seigneur, tout honneur, tu as bien conduction à Boye parce que c'est Willy Kalengai. Parle-nous un peu de nous. Écoutez, il n'est pas facile de parler de soi-même. Je suis journaliste professionnel. J'ai été formé dans les secteurs. J'ai obtenu il y a déjà plusieurs années une licence en journalisme économique. J'ai commencé le journalisme en 1990. Donc mon premier article de presse, eh bien, il remonte à 34 ans déjà. Wow. Donc j'ai commencé au journal Standard et puis j'ai fait 5 ans dans la presse écrite. Donc Standard, Noir sur Blanc, le soft, j'ai travaillé au soft. Et puis en 95, c'était à l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision privée, c'était Antenne A. Donc je suis le tout premier journaliste qu'Antenne a engagé. Donc il y avait 2 animateurs, mais il n'y avait pas encore de journalistes. Il y avait Raga aussi. Bon, Raga est venu après. Raga est venu peu après. Après. Raga, TKM sont venus un tout petit peu après. Ouais. Mais Antenne a été la toute première chaîne privée. Je suis donc arrivé à Antenne et comme journaliste, j'ai commencé à négocier pour imposer l'information et le premier journal télévisé qui va intervenir un peu plus tard. Donc j'ai travaillé à Antenne une quinzaine d'années. Et en 2006, je vais créer mon propre journal. C'est d'abord dans la presse écrite, c'était le magazine Géopolis Magazine, un journal orienté sur les questions économiques et financières et sur les ressources naturelles. Donc c'était un journal, le tout premier d'ailleurs, qui parlait des mines, qui parlait des hydrocarbures, qui parlait du bois, qui parlait en fait des richesses naturelles du pays. Ça c'est en 2006. 5 ans plus tard, en 2011, j'ai créé un autre journal qui s'appelle Géopolis Hebdo. Celui-là, il est un peu généraliste, il commence à parler politique, parce que nous avons les élections de 2011. Alors je ne veux pas pervertir la ligne éditoriale du magazine, donc je crée un autre support. Alors de 2011 jusqu'à 2019, en 2019, parce qu'on a aussi fait la migration vers la TNT, il est plus facile maintenant d'avoir une télévision sur la TNT, donc je crée Géopolis Télévision en 2019.
Géopolis Télévision qui est jusqu'aujourd'hui sur la TNT, mais qui peut être captée partout dans le monde pour ceux qui vont télécharger l'application TNF RDC. Donc il est possible aujourd'hui sur Android de capter toutes les chaînes qui se diffusent à Kinshasa avec un téléphone Android simplement, et l'application est gratuite. Je suis donc féru de l'information, des questions économiques, mais je suis un observateur un peu averti de la question générale de notre pays. J'ai été à la conférence nationale, j'ai été à Sun City, j'ai été toutes les négociations qui ont amené le pays là où il est aujourd'hui. J'ai quand même été un témoin en tant que journaliste. C'est un peu dans ce sens-là que je me retrouve à Paris, où j'ai été un peu faire le reportage sur la visite du chef de l'État en France et à Bruxelles. Alors, Willy, confrère Willy Kalengai, je me rappelle encore à l'époque, il y avait Paul Mukendi, Yves Kambala, Paul Mukendi, même la femme de Denis Lessi. Ouais. Comment il s'appelle Tina, Maman Tina. Je pense que n'a pas s'arrêter contre Mokobo et Yamafuta parce qu'elle était dans tout ce qui était à manger. Mais Willy, Mazé, qu'est-ce qu'elle devient? Elle aime le sport. Là. Toujours là. Mais Willy Kalengai, était le monstre. Tu validais pas tout le monde. Tant ngai na ba problème que Yves Kambala ba on ba pour le canal kin pour que na TKM pour que na antenne A tant ba le kabiso mais côté de c'est pas Willy Kalengai et ce mo calé au kala batubili. Non, mais qu'est-ce que tu fais de ces titres là? Non, vous savez, je suis un homme rigoureux et je pense qu'il n'y a pas de résultats sans rigueur. Je vous informe d'ailleurs, et ce n'est pas un secret, que Madame Tina Lessé, la femme du pasteur Denis Lessé, a été ma première assistante. Donc c'est la première personne à qui j'avais fait appel quand j'ai mis en place l'émission qu'on appelle Métier du Monde. Donc elle m'a beaucoup aidé, elle a participé à beaucoup d'émissions. Alors évidemment, comme l'aîné que j'étais, même pas en âge, mais au fait que j'étais le premier à arriver dans la chaîne, j'ai donc mis un certain nombre de standards. Donc, nous travaillons avec des propriétaires très rigoureux, c'était des Israéliens, les propriétaires de la chaîne. Ils avaient mis les standards top. Monsieur Abraham Pinas, PDG de l'entreprise, disait « Antena, c'est la CNN d'Afrique ». C'est comme ça qu'il le définissait, Antena. Et Antena, beaucoup de gens sont passés. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que tous ceux qui sont passés à Antena sont devenus des grands patrons. Zachary Barabas a été connu après la RTNC, c'est sur Antena, avec son émission Fait Vert. Il était en Europe, mais cette émission passait sur Antena. Paul Mukendi, qui est devenu aujourd'hui presque une institution. Yves Kambala, énormément, beaucoup de gens sont passés sur Antena. Paul Mukelengue, parce que moi, j'estimais que sans rigueur, on n'obtient pas des résultats. Il faut de la rigueur. Il faut du sérieux, il faut surtout, et je résume tout ça dans un seul mot, le professionnalisme. Donc, si j'avais été dur, c'était pour leur bien. C'était pour leur bien. Voilà. Alors, maintenant, je posais la question pour savoir qu'est-ce qu'elle est devenue Mazé, parce que c'était quand même difficile de voir une femme animer le sport. À cette époque, elle avait vraiment Mazé est une très grande professionnelle. Elle était d'abord dans le journal Le Palmarès, la plume d'or d'heureuse mémoire Fela Dilouya. Et c'est comme ça que je lui dirais, mais viens quand même à Antena. Viens à Antena, comme tu étais déjà très bonne dans les sports, viens à Antena. Elle est venue à Antena et nous l'avons presque forcée à faire ce qu'elle aimait. Mais Mazé, sa force, c'est que non seulement elle était à Antena, mais elle a créé une connexion avec d'autres journalistes sportifs comme Nzila Fanan, comme Kaboulou Mwana Kaboulou, qui l'ont formé aussi sur l'État. Donc elle a eu des bons coachs en dehors d'Antena, parce qu'Antena, elle était pratiquement notre experte. Elle est toujours là, je crois que son émission continue, mais je ne suis pas beaucoup l'actualité d'Antena. Mais Marc ne me dira pas le contraire. Nous avons l'impression que c'est juste la musique qui vient maintenant en avant. Il y a la musique.
La politique aussi, parce que vous êtes tous corrompus. Hein. Vous êtes corrompus, les jeunes sont corrompus. Il y a la musique, mais le sport, il n'y a vraiment pas. On a habité Marguerite, tout le monde a un sport, on a des sports. Ça, il me sport. Non, mais il y a nos jeunes frères qui commencent déjà à emboîter les pas. Il y a Anelka Bafosset qui commence petit à petit. Donc je crois que ça commence à arriver parce que le sport... et voilà. Mais moi, je voulais, je ne sais pas si il a répondu à la question de Adi, mais je voulais juste avoir la différence de l'ancienne génération, en tout cas, et la presse d'aujourd'hui. Si vous pouvez faire cette différence. Il n'y a pas de différence fondamentale. Mais d'abord, je voudrais dire à Adi que c'est pas bien de dire que nous sommes tous corrompus. Nous avons des journalistes intègres, professionnels et sérieux. Vous n'avez pas besoin de les chercher loin, ils sont là. Si vous voulez, vous les verrez. S'ils sont des fauchés, ils n'ont pas d'argent. Non, mais c'est pas... si quelqu'un veut venir dans la presse pour faire de l'argent, alors il s'est trompé des métiers. Voilà. Ces métiers, ce n'est pas pour devenir riche. Si quelqu'un veut devenir riche, c'est une passion. Eh bien qu'il aille faire des business, qu'il aille faire diamant, de l'or, il sera riche. Ou carrément qu'il aille faire d'autres choses. Mais le métier de journaliste, c'est un métier de chevalier. C'est un métier de noblesse. C'est vrai que l'argent est important pour tout le monde, mais ce que le journaliste gagne, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Vous savez, la notoriété, la reconnaissance. Les Grecs disaient, les plus grands besoins que l'homme ressent, c'est que l'homme ressent au plus profond de lui. Le premier de tous les besoins. Chez les Grecs, ils l'appellent les timos, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance. Quelqu'un est prêt à mourir si on ne le voit pas comme il se voit. Vous voyez, on a demandé à Jésus, est-ce que tu es le Fils de Dieu, toi? Jésus a dit, tu l'as dit. On lui a dit, si tu renonces à ça, on te laisse en vie. Il a dit non. Il a préféré mourir pour qu'il se voie tel qu'il était lui-même. Le journalisme produit ça. Aujourd'hui, Marc Tabou, quand il passe, on le reconnaît. Nous avons quelque chose qui n'a pas de prix, on nous reconnaît. Reconnaître quelqu'un, c'est en réalité lui donner la vie. Et ça n'a pas de prix. Parce que tout le reste, c'est l'anonymat. Oui, mais c'est bien beau, vous savez, vous êtes... C'est l'anonymat, laissez-moi terminer. Ouais. Ça signifie que, en réalité, c'est un métier qui est fondamentalement un service à la communauté. Quand on est journaliste, on est pratiquement... D'ailleurs, c'est pourquoi on nous appelle les chevaliers. Pourquoi on est des chevaliers? Parce que les chevaliers, c'était des êtres qui prêtaient serment pour servir la communauté. Mais vous venez ici, je prends un exemple. Je ne dis pas que vraiment c'est ça, si vous ne confirmez pas. Oui. Vous venez ici sur le billet du président, la délégation présidentielle, pour couvrir l'événement ici en France, en Belgique et tout et tout. Si ça ne s'est pas bien passé, est-ce que votre fiche, ça peut être biaisé? Parce que si vous dites vraiment la réalité, au risque que prochainement, on ne vous invite plus. Non, c'est ça justement la question que vient de poser votre confrère, et je vais y répondre. La différence fondamentale est celle-là. Le journalisme est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, et il doit rester le même jusque demain. C'est un métier qui est basé sur des principes clairs. Premier principe, les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Chacun de nous peut avoir son commentaire. Commente-nous un peu l'arrivée du président Fachi à Paris et à Bruxelles. Les faits sont sacrés. Je vais répondre à toutes vos questions, mais je vous demande d'être apaisé. Voilà. Les faits sont sacrés. C'est le premier principe du journalisme. Le journalisme, c'est un métier qui met à la disposition du public le plus grand droit de l'homme, c'est le droit à l'information. Il est vrai que les journalistes peuvent avoir des tendances éditoriales. Mais moi, je ne crois pas qu'un journaliste doit avoir une tendance politique. Ce n'est pas notre travail. On nous a pas... Le public ne nous paye pas pour avoir des couleurs politiques. Et ceux qui le font, dommage, ils ne sont plus des journalistes. Pour moi, ils ont choisi, ils sont des militants, ils ont choisi de servir des causes politiques. Et ça, ce ne sont pas des journalistes. Le journaliste, il est neutre dans la mesure où il sert tout le monde de la même manière. Il doit servir l'information telle qu'elle se positionne. S'agissant de... Moi, je suis venu... Et dire la vérité. Dire la vérité.
dans la mesure où... bien sûr, c'est ça les faits. Les faits sont sacrés. Dans la mesure où il a maîtrise cette vérité, dans la mesure où il a les faits, notre métier est basé sur des questions simples. Vous voulez raconter une histoire, répondez aux 5 questions de référence. Quoi, qui, quand, où et comment. C'est tout. Vous répondez à ces questions, vous avez l'info. Voilà. Les restes, ça devient du pipeau. Nous sommes venus ici comme reporters. Je peux aller au match de football, faire le reportage de Vita Imana, avec le même état d'esprit que je viens à Paris pour couvrir le voyage du président de la République. Pour moi, c'est le même état d'esprit. Il n'y a pas de différence. C'est des faits que je dois rapporter à mon public. Ceux qui nous connaissent peuvent aller sur Internet, aller sur notre réseau. Notre groupe nous avons un lien. Vous pouvez lire tous les reportages que j'ai écrits durant de mon voyage. Donc, geopolice.com ou geopolice.com, vous allez voir que tous les articles qui ont été publiés ont été d'abord fondés sur les faits. Voilà. J'étais partout, là où je pouvais voir et entendre. Là où je n'étais pas, je n'ai pas écrit. Là où je pouvais vérifier les informations, je l'ai fait. Donc j'étais à Paris. Le président est arrivé, la première des choses, en venant de l'Allemagne, il est arrivé à l'hôtel des Invalides. C'est le premier acte qu'il a posé pour commencer son voyage. J'étais à l'hôtel des Invalides. J'ai vu ce qui s'est passé. Et puis il est parti au Sénat. Et puis il est parti à l'Assemblée nationale. Et puis le lendemain, nous étions tous à l'Élysée. Et nous avons été là. Donc moi j'étais là. Ce qui s'est passé à l'Élysée, pour ce que les journalistes pouvaient maîtriser, nous l'avons maîtrisé. Il est vrai que j'ai vu que dans les réseaux sociaux, beaucoup de choses ont été dites, mais les gens sont libres de spéculer. C'est aussi un de droit. Ce qui s'est passé dans le perron de l'Élysée, où on a vu une femme qui n'était pas... surgir. Qui sort, et beaucoup ont commenté que c'était une femme rwandaise. J'ai lu tout cela. Voilà. Écoutez, nous sommes arrivés 1 heure avant pour des questions de sécurité à l'Élysée. On nous a fait entrer. Nous sommes entrés. Il y a donc un endroit, un promontoire qui est organisé pour la presse. J'étais assis là, presque à 10 mètres du perron. Et puis, pendant que nous attendions, il y avait 2 véhicules en face de la sortie. Donc, une SUV et une voiture, je crois, protocolaire. C'est pour laquelle j'ai oublié la marque. Et puis, quelques temps après, 2 personnes sont sorties de l'Élysée, ont pris les véhicules. Ça devait être un invité de marque. On n'a pas dit qui il était, mais il était déjà à l'intérieur. Il est parti, donc la cour est restée totalement libre. La garde républicaine française est venue s'installer en face de nous. Et puis, les personnes qui accompagnent le président sont venues aussi. Donc, sont entrées, sont passées derrière nous et on les a retenus un peu à l'entrée du perron. Et il n'y avait pas une trentaine de personnes, c'était moins que ça, mais il y avait, ce que moi j'ai reconnu, le ministre des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication, la directrice générale, la directrice du cabinet adjoint du président, le porte-parole du président. Il y avait quand même un groupe de personnes qui accompagnaient, qui devaient participer à cette réunion. Et puis, le véhicule du président est entré, il est arrivé, vous l'avez vu dans les images. Le président Macron est sorti, il a accueilli son hôte, et puis Madame la Première Dame a été aussi accueillie par la Première Dame française. Pendant que nous étions là, il y avait le groupe qui était ici, et j'ai vu qu'avant que le président ne sorte, on est venu chercher 3 personnes qui sont entrées un peu avant. C'est normal, c'est après que j'apprendrai qu'il y avait 3 déjeuners au même moment. Ça signifie que le président Macron et le Tshisekedi avaient un tête-à-tête à côté pour un déjeuner. Ils ont donc déjeuné à 2. Madame Nyakeru, la première dame du Congo, et Madame Macron Brigitte avaient aussi un tête-à-tête à deux, mais associé avec les enfants Tshisekedi. Donc les filles que nous avons vues. C'est comme ça que quand le salon était prêt pour accueillir ses hôtes,
Mme Macron a demandé aux personnes qui allaient participer à son déjeuner d'entrer avant. Pendant ce moment-là, le président Macron et le président Tshisekedi étaient encore en train de se briefer sur les perrons. C'est seulement quand ils ont fini que les autres sont aussi entrés. Donc il y a eu 3 déjeuners au même moment. Alors pendant que vous prenez les photos, quand les photos officielles ont été déjà prises, Mme Macron est rentrée pour chercher une des filles Tshisekedi qui est venue sur le perron et qui a participé à la prise de photos. La fille, c'est la fille Tshisekedi. Bien sûr. Ok, on nous a laissé entendre que c'est une Rwandaise. Non, rien du tout. C'est la fille, la grande, là, la grande détail, c'est la fille du président. Qui était d'ailleurs dans le rang avec les autres, qui est entrée un peu avant, mais que Mme Macron a fait revenir pour participer à la photo. C'est la fille du président. Toi, tu es de la famille, c'est normal. Okay. Donc, du coup, tu disais... Donc, c'était la fille du président qui était sur la photo. Et puis, bon, et nous sommes sortis. On nous a demandé de revenir 2 heures après, 1 heure après. Nous sommes revenus pour la conférence de presse. Voilà, c'est ça la précision qu'on voulait. Oui, j'étais là, donc il n'y a pas de mystère. Voilà. Mais en fait, je vous ai suivi dans une émission avec Odia. Élysée, hein? Oui, bien sûr. Hein, vous avez dit que vous avez horreur des hommes de médias qui se font stars. Vous avez vraiment horreur de ça parce que vous penchez plus sur le fait. Ce n'est pas les journalistes qui doivent prendre la place de fait et devenir stars au détriment de l'information. Oui, vous savez, la télévision, c'est une usine. Ça produit, hein, il y a des produits. Quand on est un animateur, c'est un travail important. Quelqu'un comme Michel Drucker, pour moi, c'est un animateur. Et c'est une star. Pourquoi? Parce que Michel Drucker peut se permettre des libertés que Bruno Mazur ne peut pas se permettre. Que Paul Amar ne peut pas se permettre. D'ailleurs, l'erreur de Paul Amar d'avoir amené simplement 2 gants de boxe sur le plateau de télévision entre le débat qui a opposé à l'époque Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, il a été viré de la télé. Parce que justement, le métier de journaliste, donc de travailler, de collectionner, de traiter, de diffuser, était un métier tellement sérieux que l'on ne l'admet plus de fantaisie. Ça veut dire que les faits sont sacrés. Le mot sacré a tout son contenu. C'est comme ça que le journaliste, lui, doit s'effacer pour que ce qu'il sait, lui, monte en avant. Mais les animateurs, c'est différent. Les animateurs, c'est différent parce qu'ils travaillent sur une ligne. Cette ligne-là, c'est la ligne, je peux appeler, de l'animation sociale. C'est de pousser les gens à exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Et au fur et à mesure, ils deviennent des éléments de crédibilité. Ils deviennent de canaux commerciaux. Parce qu'un animateur peut très bien faire de la publicité. Voilà. Ce qu'il dit, les gens suivent. S'il dit, écoutez, moi, je prends des lots tel, les gens me le suivent. Il devient un modèle d'exemplarité. Il devient une star. Mais le journaliste ne peut pas être une star. Mais on a eu des stars qui Bambichintois, Dimandjao. Non, ça, ce ne sont pas des stars. Vous-même, Willy. Oui, ce ne sont pas des stars. Parce qu'en dehors, vous savez, en dehors, nous sommes célèbres peut-être. La célébrité, c'est différent. Une star est une étoile. C'est quoi célébrité? Une star est une étoile. Voilà. Et les étoiles ont tendance à être électromagnétiques. Les étoiles peuvent influer sur les mœurs et la consommation des gens. Vous savez, d'ailleurs, la plupart des journalistes, quand ils font l'erreur, ceux qui sont célèbres, quand ils font l'erreur d'aller dans les élections, ils échouent. Oh ouais. Ils échouent. Parce que la célébrité et la popularité, c'est 2 choses différentes. Vous êtes célèbre parce que tout le monde vous connaît, tout le monde vous voit. Au travers de vous, ils obtiennent ce que vous apportez. Voilà. Vous êtes populaire parce que vous pouvez influencer l'opinion. Vous pouvez dire aux gens, écoutez, aujourd'hui, un gars comme Fali, comme l'autre, comment ça s'appelle, Ferré, sont populaires. Il y a des gens qui ont changé leur façon de manger, leur façon de s'habiller, leur façon de garder la barbe pour être comme leur star. Ils se sont même donné des noms. Des noms en fonction de leur adhésion. Voilà. Ce sont des êtres populaires. Nous ne sommes pas populaires. Nous sommes célèbres. Nous sommes célèbres pourquoi? Parce que nous sommes exposés
aux faits informatifs. L'information nous rend célèbres. On suit le journal de Willy Kalinga, de Charles Dimandja, de Chantal Kanimbo, mais quand je sors de ces milieux, je reste un citoyen ordinaire. Je dois redevenir ordinaire. Parce que si je ne deviens pas ordinaire, même l'info, je ne veux pas bien la traiter. Voilà. Willy Kalinga, cela se sait. On a eu la chance d'assister à cette réunion qui était convoquée par Patrick Mouyaya. Les États généraux. Les États généraux. On était tous là, nous étions invités, on a vu la chose, les retombées, les résultats, finalement. Tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a fait comme séminaire, c'est quoi le résultat pour vous? C'est quoi? C'est le résultat positif? UNPC, c'est ça? Non, on parle des États généraux de la presse générale. En tout cas, je dois dire que les résultats sont mitigés. Nous n'avons pas beaucoup avancé. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et sur ce point-là, le gouvernement a failli à sa mission. Vous savez, la presse dans notre pays, c'est une activité essentielle, mais c'est une des activités les plus négligées. Nous sommes quand même une catégorie de citoyens, nous sommes des survivants de plusieurs misères. Aujourd'hui, dans notre pays, quand on est journaliste, pour faire vivre un journal, ça devient extrêmement compliqué. Un journal comme Le Potentiel, le premier quotidien, qui s'est battu Potentiel, c'est avec Kinké, non? Non, avec Mutinga. Le Potentiel a fermé. Potentiel a fermé. Mais pourquoi dépenser tout cet argent pour n'avoir aucun résultat? Non. Écoutez, les résultats, pour la presse, c'est un combat. Nous avons eu une première partie, j'ai dit que nous avons eu la loi. Le premier résultat des États généraux, c'était la mise en place d'une nouvelle loi sur l'exercice de la profession sur la presse. La loi a été promulguée. La loi existe. Mais ça ne suffit pas. Pour que, et d'ailleurs c'est mon credo de tout le temps, vous voyez, il n'existe pas ce qu'on appelle une économie des médias dans notre pays. Les journalistes se battent comme des... Ils sont seuls dans ce combat. Ils ne sont pas accompagnés. D'ailleurs, aucun journal n'a accès au crédit. Aucune télévision n'a accès au crédit. La plupart des télévisions, des médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse parlée, se débrouillent beaucoup et n'existent souvent, pour la plupart, que par l'imposition sur eux des mains politiques. Ce sont les politiques qui ont créé, et d'ailleurs sur les 300 chaînes que nous avons, sur la centaine de titres que nous avons, plus de la moitié, c'est des politiciens. Voilà. Les politiciens ne créent pas d'entreprise. Les politiciens créent des armes politiques. Des canons de propagande. C'est des canons de propagande. Ce ne sont pas des organes, ce ne sont pas des entreprises avec un bilan, avec un personnel, avec des contrats. Parce que l'écosystème des médias est fragile et faible. Willy Kalinga, est-ce que c'est vrai que vous, et dans la politique, dans la musique, vous vous prostituez devant le musicien et le politique? Non, vous avez des mots très, très durs. Oui, je le dis, je le répète. C'est des mots vous très vous prostituez durs. parce que si je passe pas, si je reçois pas un tel, je n'aurai pas l'argent. C'est par rapport à ça. Du coup, vous n'arrivez pas à faire votre travail aussi. Non, c'est quelque chose qui vient de se développer ces dernières années. Oh. Et je ne veux pas vous dire que ce n'est pas de notre génération. Mais je ne peux pas faire non plus semblant de faire comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui, je parle de la pauvreté. Hein? La pauvreté, pas seulement des individus, c'est la pauvreté du secteur. Un secteur comme la presse devrait avoir au moins entre 3 ou 4% du business national. Parce que le business, c'est l'ensemble des affaires que l'on fait dans une nation. Or, vous savez, les business des papiers n'existent pas. Pour la presse, il faut des papiers. Il n'y a aucune usine à Kinshasa qui monte les machines comme vous les avez ici. C'est le pillage qui a fait le travail. Donc il n'y a pas d'usine pour les caméras, il n'y a pas de fabrication congolaise, même des usines de montage, il n'y a pas. Tout ce que nous devons avoir comme matériel pour faire les émissions, nous devons l'importer. Mais la presse écrite n'existe presque plus. Parce que le Congolais n'a pas l'habitude de lire. Non, non, il faut lui donner. La vérité, c'est que je viens de vous dire quelque chose. Je n'ai pas encore trouvé les mots qu'il faut pour décrire cela. Il n'y a pas une économie des médias. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans des pays que j'ai visités, par exemple, un pays, allons même en Ouganda,
Même au Kenya, par exemple. Au Kenya, le journal, il coûte moins de, donc, les dixièmes d'un dollar du journal. Mais il est de 16 pages. C'est presque gratuit. Mais à Kinshasa, le journal est le plus cher d'Afrique centrale. Il est autour de 1 dollar, mais il a 12 pages au maximum. Et s'il a 16 pages, c'est que c'est une exception. Mais il est tiré à combien d'exemplaires? Pour combien? Donc nous avons chez nous un retard, et ce retard-là est dû à une absence quand même de politique publique de promotion des médias. L'aide à la presse n'existait pas, n'a presque jamais existé. La presse a toujours existé dans la mesure où elle était l'excroissance des volontés politiques. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que la presse accède, l'aide à la presse doit revenir. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons fait la loi, mais l'aide n'est pas là. Les garanties pour accéder, nous avons posé la problématique au chef de l'État. Nous l'avons parlé, d'ailleurs même pas longtemps qu'à Bruxelles, dans une discussion, on lui a demandé. Alors, je vous termine, il disait, oui, vous êtes des privés, vous devez vous organiser pour pouvoir gagner des marchés. Mais l'État, lui, peut mettre en place la garantie pour que vous obteniez des crédits. La presse n'a pas accès au crédit, elle ne peut donc pas très bien se développer. La conséquence, elle vit des sources d'information, d'où la prostitution dont vous avez parlé. Non, finalement, tu me donnes raison. Alors. Le crédit, il faut le rembourser. Il n'y a pas de plan économique pour la presse. Si vous empruntez de l'argent à la banque, comment vous le remboursez? Bien sûr, par la publicité. Parce que pour la télévision, par exemple, et les médias, ce qui donne les moyens à la presse, c'est la publicité. Et que pour que la publicité arrive aux médias, il faut qu'il y ait une régie publicitaire. Ça, c'est du domaine des choses que l'État n'a pas encore mises en place. Une régie publicitaire veut dire quoi? Par exemple, toutes les entreprises installées au Congo font de la publicité. Mais l'État peut leur imposer en disant, vos budgets publicitaires, vous devez les orienter vers la régie. La régie publicitaire pourra avoir 1 million, par exemple, d'euros par an pour la publicité de toutes les entreprises qui ont été sélectionnées. Et puis, maintenant, les médias vont concourir pour gagner ce marché. Et c'est comme ça que ça se passe ici en France ou partout ailleurs. Donc, vous n'avez pas à chercher la publicité jusqu'à vous prostituer. Vous devez arriver, prostitution, ça se veut dire faire la volonté de l'autre. Hein? Voilà. Quand quelqu'un dit, écoutez, non, je suis dans le bon. Insulter tel, hein? Vous l'insultez. Je suis dans le bon, mais c'est quand même dur. C'est quand même différent, c'est dur, mais je suis d'accord avec vous. À partir du moment où vous n'avez pas de publicité, vous n'avez pas de subventions, vous n'avez même pas de lecteurs, vous n'avez même pas de téléspectateurs, vous n'avez pas de sponsors, il vous reste que la source d'information. Ancien, Willy, ancien. Nous avons l'habitude de regarder des chaînes de télévision. Nous regardons la chaîne camerounaise, la chaîne ivoirienne. Mais comment nous, à la RTNC, nous ne sommes pas à mesure de produire de très belles émissions et un très bon plateau? C'est quoi le problème? Bon, il faut quand même reconnaître que depuis quelques mois, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Bien sûr. La RTNC a quand même fait beaucoup d'efforts et d'ailleurs... La qualité? Oui, tu as vu les émissions des Ivoiriens? Non. Tu as vu les émissions ivoiriennes? Non, les camerounaises? Les émissions ivoiriennes sont soutenues par les Français. Aujourd'hui, la RTNC est en HD. Voilà. Quand vous allez aujourd'hui sur... Elle les met en HD, c'est haute définition. On peut ne pas les aimer, on peut... mais au moins pour ça, ils l'ont obtenu. Deuxièmement, il y a une certaine amélioration parce qu'il y a une coproduction. Beaucoup de nous sommes des privés. Mais aujourd'hui, nous avons convenu avec la RTNC de faire de la coproduction. Quand il y a des émissions à thème, des émissions essentielles qui concernent par exemple la guerre, concernent le pays, nous acceptons d'aller là-bas, de discuter avec les gens sur le plateau de la télévision. En termes de contenu, la RTNC a accepté de coproduire avec l'ensemble des intelligences disponibles. Les journalistes, les professeurs et les gens des ONG, nous battons pour qu'un contenu substantiel revienne à la RTNC parce que c'est notre chaîne nationale et elle appartient à tout le monde. Même vous, normalement, une émission comme celle-ci,
devrait passer à la RTNC. À ce moment-là, il faut discuter avec la RTNC, vous proposer un contenu, vous améliorer le contenu. Comme ça, comme vous avez un cadre qui est magnifique, eh bien, quelqu'un qui suivra la RTNC, quelqu'un qui suivra la RTNC en Amérique, il ne saura pas que ça a été fait à Paris. Il suivra sur la RTNC. Nous l'avons dit, que ce soit au ministre Mouyaya, que ce soit à la directrice générale de la RTNC, qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes sortir la RTNC du carcan du contenu qui est pauvre. Il faut que tout le monde s'y mette. Parce que c'est quand même une chaîne qui est restée longtemps dans un créneau malheureusement monopartiste. Et aujourd'hui, il est temps, et je crois que ça va aller. Même les autres nous envient. Ça serait quand même... je ne manquais pas de dire ça. À chaque fois que Jean-Marie Kassamba, JMK, Télé 5 ans, à qui je dis bonjour, à chaque fois, quand il fait ses émissions, où il doit recevoir de journalistes et des autorités, il fait toujours appel à Ouli Kalinga. Pourquoi? Vous savez, Jean-Marie Kassamba, c'est un journaliste talentueux, qu'il ne faut pas minimiser. Son arrivée dans notre paysage audiovisuel a bouleversé les standards. Nous étions, moi je suis journaliste antenne, je n'avais aucun complexe. Mais Jean-Marie arrive quand la télévision va aller vers le numérique et il amène des nouveautés. Parce que quand quelqu'un vient avec de nouvelles idées et qu'il a la possibilité de les mettre en pratique, il faut l'encourager. Nous l'avons donc encouragé d'abord à s'installer comme chaîne de télévision, mais nous l'avons aussi encouragé à s'installer comme éditorialiste pour des émissions en contradiction. On n'a toujours pas été souvent d'accord avec lui sur certaines choses, mais je reconnais le professionnel, ça signifie la capacité d'abord de motiver les jeunes, parce que regardez, la plupart des jeunes sont sortis, sont devenus célèbres aussi, ont commencé à fonctionner, à devenir même des patrons, c'est parce qu'ils sont passés entre les mains de Jean-Marie. Il a donc fonctionné, et moi je suis heureux qu'il ait pu faire sa contribution. Il n'est pas le seul, d'autres sont venus aussi dans le domaine de la radio. Loussa Koueno a fait un grand travail pour Top Congo, Jean-Marie a fait un grand pour Télé 50. C'est tout ça qui fait que nous nous enrichissons mutuellement. Moi, je suis de ceux qui estiment que les journalistes ne peuvent pas être des concurrents. On peut se battre pour l'audimat. Mon émission peut être la meilleure que l'autre. Mais nous avons tellement un chantier inoccupé qu'on ne peut pas être en guerre les uns contre les autres. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de choses à faire et chacun a sa place. Je suis d'accord. Nous avons fait le Club 50 pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années, oui. Pas beaucoup d'années, parce que nous estimions qu'il était important que nous puissions apporter à Jean-Marie notre contribution. Mais à un moment donné, nous avons compris qu'il y a d'autres jeunes qui avaient des dents longues, qui voulaient aussi sortir. Alors il faut un peu laisser la place. On a laissé la place aux jeunes, qui sont d'ailleurs montés. Ils sont là, les Zouba, qui sont des bons. Moi, je suis d'accord. Okay. Voilà. Nous allons maintenant passer dans l'actualité politique, parce que là, on a parlé plus de notre métier, en tout cas en tant que chevronné. Nous allons passer maintenant dans l'actualité par rapport... Vous avez parlé du passage du président de la République ici, mais nous avons l'actualité politique au Congo, entre autres le primaire de l'Union Sacrée qui a sorti plébiscité Vital Kamerhe comme potentiel futur président si les élections se passent, mais il s'avère que dans le coulisses, toujours l'Union Sacrée est en train de préparer quelques cadres de l'Union Sacrée sont en train de préparer un candidat indépendant pour contrer Vital Kamerhe. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Bon, vous voyez, notre politique, elle est en même temps, elle se déroule sur les principes, mais il y a aussi une dose importante de l'incertitude. On ne sait pas ce qui se passe, les ambitions des uns des autres. La plus grande difficulté des hommes politiques de l'Union Sacrée, c'est la gestion des ambitions. La gestion des ambitions, quand elle n'est pas planifiée, quand elle n'est pas négociée, elle finit par des clashs. J'estime que l'Union Sacrée a été sage face aux ambitions aussi fortes
que des 3 personnes dont vous venez de citer, le président Bosso, le président Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe, ce sont des têtes d'affiche, c'est des grands boss dans les formations politiques qu'ils dirigent. Alors, je pense que c'était très bien qu'ils aient accepté d'aller aux primaires. Parce que comment ils allaient faire et comment ils allaient savoir qui pouvait passer un devant un autre. En fin de compte, la démocratie est toujours la clé de répartition des ambitions. Il y a eu élection. Bon, maintenant, ça dépend de la manière dont les autres vont le faire. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Quand je regarde le nombre de gens qui ont voté, je me rends compte qu'il y a quand même une grande partie qui n'était pas là. Bon. Alors, s'il y a un autre candidat qui est indépendant pour pouvoir contrer celui qui est sorti aux primaires, c'est que l'Union sacrée a perdu le caractère sacré. Parce que les décisions d'une plateforme doivent être respectées. Les partis politiques travaillent sur la discipline. S'il n'y a pas de discipline, si c'est les sauves qui peut, bon, je crois que nous allons encore assister à un pugilat. Et ça sera dommage parce que ça pourra créer des fissures dans cette famille politique. Mais la démocratie reste, et les élections restent pour moi, les moyens les moins dangereux pour répartir, pour départager des ambitions. Nous allons voir. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait élection de toute façon. Et dans le coulisses, on nous parle de Mbosso qui fait volte-face pour venir en tant que candidat indépendant. Est-ce que c'est faisable? Bon, moi, je crois que c'est quand même... ça serait quand même dommage. C'est un homme d'une grande sagesse. Il a quand même dirigé l'Assemblée nationale pendant quelques années. Je crois qu'il a contribué à la mise en place de la plateforme. Il a même travaillé pour l'élection de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je pense qu'il serait de bon ton qu'il puisse prendre acte de ce qui est arrivé. Prendre acte de ce qui est arrivé parce qu'en forçant les destins, parfois on le brise. Moi, je pense que si je pouvais être son conseiller, moi, je pourrais peut-être lui demander d'être un des conseillers du président, même un des conseillers, un des doyens, parce que 80 ans, ce n'est pas peu de choses. Très peu de gens arrivent à cet âge. Alors, l'ambition, c'est pour faire quoi? Je crois que si j'avais un peu de pouvoir, je le demanderais, doyen, vous avez combattu le bon combat, mais vous avez droit aussi à vous reposer. À moins que son ambition cache une vision plus forte que ce qui apparaît. Heureusement pour nous, si nous devons prendre la pelouse dans son pied, on était avec Gauthier Sey, à qui je dis bonjour. Le fait que l'Union sacrée a organisé leur primaire à l'Assemblée, est-ce que c'est normal? Gauthier Sey a dit non, ce n'est pas normal. Vous dites quoi? Vous savez, à force de trouver les détails, le diable dans les détails, on finit par le trouver sur la route. En réalité, c'est quoi? L'Union sacrée, c'est quoi? C'est un mouvement politique, c'est privé, c'est un fait privé. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, pour pouvoir être plus transparent, parce que les palais du peuple, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez aller faire votre anniversaire là-bas. Il y a des concerts qui se tiennent là-bas. Et des mariages. Campagnes. Il y a même des veillées mortuaires. On a même des corps là-bas. Donc moi, je crois qu'en tant que fait privé, l'Union sacrée avait le droit, comme tout citoyen congolais, d'utiliser les palais du peuple pour faire leur activité. Les palais du peuple n'est pas les parlements. Le Parlement, c'est la nation. Les parlements, ce n'est pas les parlements. Mais ils l'ont fait où? Ils l'ont fait dans l'endroit et dans la salle. Oui, ça signifie que... Non, nuance. Ils ont fait à l'endroit. Mais il y a des jeunes qui ont fait d'abord. Il y a des jeunes qui sont arrivés, qui ont fait les congrès des jeunes, qui ne sont pas des députés. Dans cette salle-là, il y a des groupes de prières dans cette même salle de congrès. Écoutez, ce qui est important, c'est l'esprit. Ce qui est important, c'est l'esprit. Ne sommes pas les animistes. Ne donnons pas aux objets une âme. C'est-à-dire Fayoulou, Moïse Katumbi peuvent aussi le faire. Mais bien sûr, moi je trouve pas. Ils ont des formations politiques. Et bien sûr, écoutez, il y a une salle de cinéma là-bas.
Moi, personnellement, j'avais déjà organisé le festival des chefs coutumiers des rois d'Afrique. Des rois d'Afrique. J'ai organisé dans une des salles là-bas. Les banquets des rois d'Afrique sont arrivés de partout. On a organisé, on a même décoré avec des statues géantes, tout ça, pour que les gens viennent là-bas. Le Palais du Peuple est d'abord, avant tout, un lieu de divertissement culturel. C'est l'Assemblée nationale, c'est la conférence nationale souveraine qui s'était d'abord réunie là-bas. Et quand la conférence s'est terminée, s'est transformé au Conseil de la République. Ils sont restés là-bas. Pourquoi? Parce que le palais de la nation, qui est en réalité le Parlement, n'était pas, à l'époque là, n'était pas bien disposé à recevoir 2000. Il y avait 2000 délégués, alors qu'il n'y a que 500 députés. Bon, avec les temps, qu'est-ce qui s'est passé avec les temps? Ce n'était pas le Parlement qui recevait ces gens, c'est une salle. Aujourd'hui, je vous parle, peut-être dans cette salle-là, il y a une manifestation de Mbundia Congo ou de n'importe quelle église. Il y a un gestionnaire du Palais du Peuple. On peut aller louer une salle là-bas. Bon, maintenant, l'ont-ils fait comme Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale ou siège du Parlement, ou ils l'ont fait comme Union sacrée, un groupe qui cherchait une salle où ils pouvaient se réunir? Je crois que ce sont des détails. Ce sont des détails parce que, en réalité, les députés nationaux, parce que tous sont des députés, et ceux qui ont été déjà élus par le peuple, ils ont l'onction du peuple. Là où ils sont, il y a déjà une certaine onction, une immunité. Je ne pense pas qu'il fallait chercher midi à 14h pour ça. Ok. En Belgique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a évoqué de possibilités de changement de la Constitution. Il a dit qu'il va voir avec une équipe qui vont essayer de voir ce qu'il y a à mettre en place vraiment pour que ce grand pays puisse être doté d'une constitution digne de ce nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le principe de la mise en place d'une nouvelle constitution, c'est un principe qui est malheureusement énoncé dans un contexte de grande suspicion. Avant que l'on mette en place la Constitution, quelle est la crainte? Nous avons deux camps. Quelle est la crainte que les gens ont? La Constitution a été mise au référendum en 2005. Mais avant la Constitution, il y a eu ce que nous avons appelé les accords de Sun City. Qu'est-ce qui s'est passé à Sun City? À Sun City, il s'est passé quelque chose. On a mis en place les pactes républicains. C'est quoi le pacte républicain? C'est que pendant plus de 3 ans, les Congolais se sont battus les uns contre les autres. Nous avons connu une balkanisation des faits. Nous avions 3 administrations. Une à Goma, une à Badolite et une à Kinshasa. Ces 3 administrations, les pays étaient pratiquement divisés. Et l'accord de Sun City a remis en circulation la réunification de notre territoire. Et ceux qui ont signé cet accord ont convenu de ce qu'on appelle le pacte républicain en disant oui, nous allons revenir aux élections. Oui, quelqu'un peut gagner les élections. Oui, il peut gagner une fois, renouvelable. Et quand il a fait 2 fois, il ne peut pas rester au pouvoir. C'est ce que le pacte républicain a dit, ce qui a été coulé dans la Constitution et qui a été verrouillé dans l'article 220. Donc la Constitution n'est pas que des textes, c'est aussi une forme de consensus républicain historique. Alors, changer la Constitution n'est pas un problème. Alors, si le changement de la Constitution va aller influer sur les articles verrouillés, c'est là où vous avez des gens qui ont des suspicions, qui disent que non, ce n'est pas possible, ça va faire imploser les pays. Et je peux comprendre cette démarche, cette crainte, on peut la comprendre. D'autre côté, nous avons une constitution quand même qui a été élaborée dans un contexte d'une forme que j'appelle d'indépendance, de dépendance intellectuelle. Il y a eu tellement d'expertise. Dans cette constitution, il y a quelque chose qui m'a toujours, moi, fait mal. Par exemple, moi, je vous parle des ressources naturelles. Nous connaissons ce que Mobutu avait fait. Mobutu avait dit, la loi Bakajika, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État zaïrois à l'époque.
C'est ce qui fait que personne ne pouvait nous prendre notre terre. Mais la constitution actuelle, elle dit la République démocratique du Congo exerce sa souveraineté sur le sol et le sous-sol. C'est différent. Exercer la souveraineté, c'est différent de appartenir. Le roi belge est un souverain, hein? C'est le souverain belge. Mais il n'a pas le pouvoir en Belgique. La souveraineté qu'il s'agit ici dans la Constitution, cette Constitution, elle me gêne pour ça. Parce que, en réalité, aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il doit une concession minière. Ce qu'il trouve dans sa concession lui appartient. Lui appartient, pas à l'État congolais. Pas à l'État congolais. L'État n'exerce que sa souveraineté. Sa souveraineté, dont l'État se contente des taxes. Ceux qui ont mis ça dans la Constitution, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons il y avait des Congolais plus de 2 millions de tonnes de cuivre produits. 2 millions de tonnes de cuivre produits. Mais la contribution du secteur minier est relativement faible. Quand nous avions, nous, en tant que pays, la souveraineté de nos ressources, en 1989, la Gécamine a produit 450 000 tonnes de cuivre. La Gécamine contribuait d'un coup pour 1 milliard. Aujourd'hui, c'est moins d'1 milliard, alors que nous avons 2 millions de tonnes. Voilà ma position, elle est là. Oui, cette constitution, elle comporte quand même des éléments inquiétants quant à la capacité que nous avons de nous développer. Mais elle véhicule aussi un consensus politique important qui fonde l'unité de la classe politique. On fait quoi dans ce cas-là? Alors, c'est comme ça qu'il y a... Moi, je pense que si l'on veut modifier, il faudra se rassurer que les éléments de verrouillés ne bougent pas. Ne bougent pas. Qu'on ne bouge pas les éléments verrouillés, que l'on dise que, vous avez le pouvoir, vous l'exercez, un mandat, un deuxième mandat, et après, quelqu'un d'autre vient. Mais moi, je pose la question. Les gens qui ont participé moi, je l'appelle ce qui s'est passé à Sun City, mais ils ont parlé au nom de qui? Mandaté par qui? Pour que ce qu'ils ont verrouillé ne puisse être déverrouillé. L'équilibre des forces. C'est l'équilibre des forces. Ils avaient le contrôle du pays. Les LCD avaient un tiers du pays, les MLC avaient un tiers du pays et le gouvernement de Kabila avait un tiers du pays. L'équilibre des forces. Nous cessons de nous battre, nous allons mettre en place un cessez-le-feu, on ne va plus se battre, nous allons réunir l'armée, nous allons casser nos administrations. C'est l'équilibre des forces. C'est tout, il n'y avait rien d'autre que ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser 2 questions avant de toucher à la Constitution. La première, comment nous conservons le pacte républicain et les consensus obtenus. 2, comment nous élaguons de cette Constitution les éléments quand même qui nous empêchent de nous développer. Alors, j'ai cru comprendre que le chef de l'État, il a dit d'ailleurs à Bruxelles, vous étiez là, qu'il va mettre en place une commission de réflexion. Voilà. On ne peut pas empêcher un pays de réfléchir. Il faut réfléchir. La difficulté que nous avons, c'est que les hommes politiques ne se font plus confiance. Et c'est ce manque de confiance qui empêche la promotion des idées nouvelles. Peut-être que les intentions, certains pensent que voilà, on va changer la Constitution parce que l'on veut ceci, d'autres disent non, on ne va pas les laisser faire. Ces intentions-là qui sont néfastes à la promotion d'un État. Mabili, moi, j'allais poser 3 questions, mais je choisis juste une en disant, je parle de notre corporation. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens toujours là-dessus. Nous existons ici dans la diaspora. Nous, de la presse. Mais pourquoi, quand vous venez du Congo, nous ne sommes pas consultés? C'est quoi le problème? Vous nous reprochez de quoi? Nous, de la diaspora. Marc, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Vous nous reprochez de quoi? Écoutez, je vais vous le dire. Moi, je le dis parce que j'ai beaucoup d'amour pour vous et je peux me permettre de dire certaines choses. Aujourd'hui, le Congo est très mal perçu. Le pays est très mal vu. Partout, le Congo est perçu comme un État failli.
les efforts qui sont faits, même les minima, ne parviennent pas dans la conscience universelle. Pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle le Congo bashing, c'est-à-dire une critique systématique de ce pays, le présenter comme étant la terreur africaine. Le pays est présenté comme étant un pays où tout est noir, rien de bon. Ça a eu un effet néfaste sur le climat des affaires et sur l'arrivée des investisseurs. Alors, je ne dis pas que c'est vous, mais j'ai compris dans mon analyse que, quelque part, on pense que les journalistes qui sont à l'étranger, qui sont dans la diaspora, seraient les véhicules de ce Congo bashing. Ils ne parlent que du mal du pays, que du mal des autorités, que du mal de la classe politique, que du mal de la population, au point que, même quand quelque chose de bien est fait, il est rare que vous les voyez dans la diaspora et dans les émissions qui sont produites à partir d'ici. Je vous en parle parce que vous êtes des responsables et vous comprenez la proportion que je donne. Okay. Au point que ceux qui ont moi je n'ai pas, j'ai aucune responsabilité. Au point que ceux qui arrivent disent non bon, à quoi ça sert d'aller voir des gens qui ne verront que le mauvais côté. Regardez ce qui est arrivé à l'Élysée. Bon, personne n'est venu demander qui était la dame sur les perrons, mais tous les médias produits à partir d'ici ont véhiculé l'idée que c'était l'ambassadrice rwandaise. Voilà. Vous voyez, ça effraie des gens. Ça veut dire qu'il y a un prépositionnement au nihilisme des faits. Les faits ne sont plus aussi importants. Ce qui se développe ici dans la diaspora, c'est la culture de l'opinion. Le sensationnel. L'opinion. L'opinion est plus importante que les faits. C'est une perception. J'ai bien dit que c'est une perception. Mais néanmoins, il y a des grands professionnels. Vous êtes des grands professionnels, vous connaissez votre métier. Ce qu'il faut faire, vous étiez venu aux États généraux, ce qu'il faut faire, c'est de créer des passerelles de collaboration. Vous devez prendre contact aussi avec nous, les chaînes qui sont, qu'on appelle les locales, hein, pour que vos émissions soient aussi consommées. Tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas les mégas pour suivre nos émissions. Il y a aujourd'hui des diffusions en clair à Kinshasa et partout dans le pays. Vos émissions doivent aussi aller encore dans la TNT locale. Okay. Prenez contact avec... comme ça, on vous connaît. Les gens peuvent vous suivre. Parce que la télévision, les médias sont un facteur de rapprochement des identités. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin, je suis venu, bon, ça faisait de longtemps, mais quand je l'ai vu, je l'ai reconnu immédiatement. Je l'ai reconnu immédiatement. Parce que justement, nous avons cette capacité de nous rapprocher. Mais vous ne vous organisez pas comme corporation, en tant que corporation de Congolais de l'étranger. Vous ne vous donnez pas les moyens d'approcher la faiblesse congolaise pour que vous impactiez positivement cette affaire-là. Ok, voilà. Alors, on voulait continuer un tout petit peu dans la politique concernant effectivement ce barbarie qui vient de se passer à Mugunga. Ouais. Dans des camps de réfugiés. L'opinion constate que il y a, je ne sais pas si on peut parler de laxisme, on peut parler de que notre armée n'est pas capable. Depuis l'annonce du chef de l'État sur à la moindre escarmouche, là on vient de vivre ce carnage, 15 personnes, c'est beaucoup, et beaucoup de blessés à Mugunga. Qu'est-ce qu'attend l'armée congolaise pour riposter? Vous savez, une personne, c'est déjà une personne. 15, c'est encore beaucoup. Vous savez, je ne veux pas... Je vais vous décevoir sur ce point. Je vais vous décevoir parce que je ne veux pas entrer en détail sur cette question qui relève quand même du secret militaire. C'est vrai que quelqu'un me dira il faut que le peuple soit informé. La guerre est une chose grave. La rupture de la paix, la mort des hommes, les déplacements des populations. Nous en sommes à plus de 2 millions. C'est quelque chose de très grave. Ce n'est pas un fait anodin. Et ça dure 30 ans dans cette partie du pays. Moi, j'ai fait des reportages jusqu'à Fizi, Baraka, Ouvira, Massissi. J'ai fait des reportages dans ce coin-là. Et je peux vous dire que
pour que on comprenne ce qui se passe là, je vais non pas aller dans la question de l'armée, mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui 140 groupes armés dans cette partie du pays. Quand vous prenez la carte minéralogique, ça signifie que la carte là où il y a des sites miniers, et vous regardez la carte des conflits, ces deux cartes se superposent. Donc, à chaque site minier, il y a un groupe armé. Et ces groupes armés, je vais vous laisser la liste, vous allez connaître où se trouvent ces groupes armés et que font-ils. Aujourd'hui, on parle du M23, parce que le M23, appuyé par les Rwandais, par la machine de propagande rwandaise, par les médias qui consomment le Rwanda, on a tendance à oublier que la guerre, elle va plus loin que ça. Nous avons aujourd'hui un pillage systématique des ressources naturelles. L'idée, c'est de faire bousculer les populations pour que les sites miniers soient dégagés, afin de les militariser par des groupes armés et de prendre ces minéraux, de les amener de l'autre côté. Et ce système-là a été encouragé par plusieurs forces, plusieurs multinationales, plusieurs entreprises qui se sont positionnées en Ouganda, au Burundi et au Rwanda et qui ont ouvert des bureaux et qui commencent à acheter ces minéraux qui arrivent. Alors, notre armée, quand elle veut réagir dans un contexte comme celui-là, il faut énormément de stratégie. Moi, je vous ai dit, je vais vous décevoir parce que je ne veux pas entrer dans les secrets militaires. Mais je peux vous dire que le peu que je connais, le Congo n'est pas resté inactif. On ne peut pas dire que les voyants militaires congolais sont allés se promener à l'Est. On attend la riposte au Rwanda. On ne peut pas dire ça. Alors, quand vous allez suivre, vous allez voir qu'il y a une pression diplomatique très importante. Contre nous? Contre nous. Contre nous. Très importante. Pourquoi l'EAC est parti? Alors que c'était signé à Nairobi pour que les groupes kenyans viennent ici pour contrer les M23. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas fait? On doit se poser des questions. Le président a compris que non, ce n'est pas possible. Ces gens ici nous ont menés en bateau. Mais en réalité, nous participons à une logique qu'il faut dévoiler un tout petit peu. En 2009, Nicolas Sarkozy était arrivé à Kinshasa. J'étais là parce que j'étais au Parlement à l'époque, pas comme parlementaire, mais comme journaliste. J'ai suivi son discours. Il disait que voilà, le temps est venu pour que vous puissiez partager vos ressources. Ça a été très mal critiqué, perçu. En 2011-2012, le 2013, le RCD, le M23 a attaqué Goma. Et le M23 a même pris Goma. Goma a été pratiquement pris entre les mains de ces gens. Ils se sont retirés. Pourquoi se sont-ils retirés? C'est vrai que l'on dit qu'on les a défaits, mais la vérité c'est qu'ils se sont retirés parce que le président américain va faire un coup de fil à l'homme de Kigali pour lui demander de retirer ses troupes. Mais ceci n'était pas fait gratuitement. Compensation. Il y avait une compensation. Accord, ceci. Quel était l'accord qui est venu après? C'est comme ça que j'ai dit, quand nous comprenons le fond du dossier, on peut comprendre les réactions des individus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après les retraits des M23 qui ont été positionnés en Ouganda, il y a eu ce qu'on a appelé l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord signé par toute la communauté internationale. J'ai déjà vu des accords signés, mais vous allez sur Internet, cherchez accord cadre d'Addis Abeba, vous allez voir que d'abord, les Américains ont signé, les Européens ont signé, l'Union africaine a signé, des pays ont signé, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, des pays africains, même des personnalités ont signé cet accord. C'est un accord le plus large possible. Qu'est-ce que cet accord disait? L'accord, en résumé, voulait qu'ils disent, hein, vous les Congolais, nous n'allons plus vous faire la guerre. On va arrêter la guerre. Nous allons vous développer, vous les Congolais.
Mais la condition, c'est que organisez-vous pour que nous ayons accès à vos ressources. C'est ça l'accord Kalazaïba. Vous vous organisez, eh bien, nous allons avoir accès à vos ressources. Et parmi les conditions qui sont données, c'est à l'époque du président Kabila, nous mettons en place le mécanisme national de suivi de l'accord cadre. On nomme un coordonnateur, un autre on le nomme au Burundi, pour faire le suivi de ces groupes armés qui sont ici, qui doivent quitter aussi les sites et être dans le projet qu'on a appelé le DDR. Voilà les mécanismes de paix. Pour le monde, pour la communauté internationale, le Congo sera en paix. Si le Congo nous montre les chemins par lesquels nous allons venir accéder aux ressources, parce qu'on ne peut pas se passer de ces ressources. Il y a la transition énergétique, il y a les réchauffements climatiques, le Congo a toutes les solutions. Alors pour y accéder, si nous allons par Kinshasa, la corruption nous empêche de fonctionner. Si nous y allons par l'Est, les morts nous empêchent de fonctionner. Donc les deux voies d'accès au Congo sont bouchées. Là-bas, c'est la faible administration, la corruption. Ici, ce sont les morts. Alors la communauté nationale avait décidé que pour que la paix revienne, on ne le fait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après qu'on ait signé, après que l'M23 soit retiré, le mécanisme national de suivi n'a pas fonctionné. Le président Kabila, qui avait déjà ressenti la pression diminuer sur Goma, ne s'est pas occupé d'organiser la feuille de route. Mabuli, bon, ça sera peut-être ma dernière question. Quand vous voyez, vous avez parlé de la diaspora ici, vous avez dit que la diaspora n'est pas organisée tout. Quand nous avons vu l'un de nous, de la diaspora, je parle de nous de la diaspora, Rest Kazali, candidat aux élections présidentielles, est-ce que, selon vous, Rest Kazali s'est vraiment préparé pour devenir président, ou bien Rest Kazali, il est parti dans une aventure? Je reviendrai à cela. Je termine juste la dernière phrase en disant, à partir du moment où nous n'avons pas, selon la communauté internationale, respecté les accords cadres d'Addis Abeba, c'est comme ça que le fantôme du M23 a été ressuscité. Donc cette guerre se terminera aussi par la négociation. Mais pas avec les Rwandais, mais avec les forces qui tiennent le Rwanda. Les forces qui sont capables de demander aux Angolais de ne pas intervenir, aux Sud-Africains qui sont déjà sur place de ne pas se déployer. Ce n'est pas les Rwandais qui peuvent empêcher ça. Aujourd'hui, il y a la plupart des forces. Même j'ai même entendu le jeune président du Burkina Faso dire « Je suis prêt à envoyer des troupes ». Mais aujourd'hui, il faut négocier avec Washington. Il faut négocier avec Paris. Il faut négocier avec Bruxelles. Il faut négocier avec des forces sous-régionales pour que la paix revienne dans l'Est du pays. Mais évidemment, la guerre, elle est disponible, elle est prête, elle se déroule. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Maintenant, Rex, la dernière question. Revenons à M. Rex Kazadi, que je connais depuis très longtemps. Moi, j'ai encouragé, j'ai félicité le courage politique. Parce que le courage politique, c'est ça qui détermine la force d'un homme politique. Ici à Paris, on peut prendre langue, on peut critiquer les régimes, mais il a fait quelque chose d'important. Il est arrivé à Kinshasa, il s'est présenté aux élections. Mais c'est un début. Mais très peu de membres de la diaspora l'ont soutenu. Il aurait pu, je pensais qu'il pouvait bénéficier d'un mouvement d'adhésion massif. Mais très peu l'ont soutenu. Alors, est-ce qu'il n'était pas préparé pour le faire? On n'est jamais prêt pour affronter son destin. On peut prendre des précautions pour ne pas être pris au dépourvu. Moi, je lui ai fait une interview, j'étais le premier sceptique, en me disant, mais comment, mon cher, comment vous allez dépenser tant d'argent pour un truc comme ça? Rex il me dira, non, c'est une question de conviction. L'argent vient, l'argent s'en va, mais la dignité, elle, reste une pression permanente. C'est comme ça que moi, j'avais publié son article, il est arrivé à Kinshasa, bon, et puis j'ai appris qu'il avait quitté, mais j'apprendrai plus tard, parce que j'ai suivi la question, la première chose que j'avais suivie, c'est que non, on n'a pas retenu sa candidature, parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité, il n'avait pas de carte d'électeur.
Ça m'a choqué. Je l'ai appelé, je dit, mais monsieur, vous venez ici, ça? À l'instant même, il m'a envoyé cette pièce. Donc, d'une certaine manière, je crois que le fait qu'il ait connu quand même son chemin de calvaire, ça prouve qu'on les prenait au sérieux. Bon, maintenant, c'est à la diaspora, c'est aux Congolais, parce qu'il n'est pas une offre de la diaspora, il est une offre congolaise. C'est à lui de se battre, de s'organiser, de revenir, pourquoi pas. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de courageux. Ok. Adi Londolé, le temps qui nous a imparti, Michel-Ange, Archange, deux images nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Je crois que lors de vos passages ici à Paris, nous vous inviterons encore pour parler encore plus de notre pays. Nous sommes arrivés à la fin. Adi, un petit mot? Moi, je dis merci à Willy, l'aîné, à saluer son plaisir. Et oui, en français, merci beaucoup, Willy. Merci à Maktabou, merci à l'équipe Michel-Ange. En tout cas, merci. Ok. Alors, Willy Kainga Yamo, à ceux qui vous ont suivis sur Congo Africa. D'abord, je vous remercie parce que moi, je vois les médias comme des enfants. Chaque fois qu'un média naît, c'est comme un enfant qui vient de naître. Vous êtes des vieux parents, donc vous n'êtes pas des nouveau-nés. Hein? Donc vous avez déjà dans ce domaine de l'expérience. Hein? Ce n'est pas lui, ce n'est pas tabou. Ça me fait plaisir de vous suivre, mais je pense que vous préfigurez ce qu'ils vont devenir les médias demain. Nous sommes au Congo et parfois nous ne voyons pas grand parce que nous sommes limités par notre sphère de diffusion. Vous voyez, nous diffusons en local, bon, on peut dire n'importe quoi. Vous avez une diffusion mondiale, alors il faut devenir grand comme les autres. Ce que je peux demander simplement, c'est que nous puissions collaborer. Les Congolais, c'est le seul peuple qui ne travaille pas en synergie. En synergie, oui. Nous ne travaillons pas en synergie. Les Congolais aiment être premiers, même là où il est seul. Hein? Quand vous êtes premier, vous êtes seul. Qui est deuxième? Moi, je dis un petit patron dans son petit ligament. Voilà, donc il nous faut des exemples. Les premiers exemples, je l'ai devant moi. Vous deux, vous êtes des grands. Et le message, je pense bien que là où il est, le prophète Blaise Banzambi, je pense que vous écoutez bien le message pour la collaboration. Je pense que Blaise Banzambi est en train d'entendre ça. Nous devons collaborer pour que nous puissions exprimer notre philosophie de vie. Le Congo, c'est une terre de valeurs. Nous avons beaucoup à donner au monde. Regardez simplement, vous vivez avec la musique. Mais au-delà de la musique qui commence à revenir, à triompher, le Congo, c'est quand même le berceau de l'humanité. Il ne faut pas oublier ça. C'est chez nous que nous avons eu les premiers ossements. Et même les mathématiques, je ne vais pas entrer en profondeur, c'est la fin de l'émission. Nous avons donc des choses à donner au monde, nous Congolais. Mais nous devons les organiser. Nous devons, pour les organiser, il faut nous rapprocher. Nous devons travailler. Et moi, j'ai toujours développé la philosophie de l'arithmétique. Vous voyez l'arithmétique? Quand vous dites 9, si vous êtes un 9, sachez qu'il y a un 8 et qu'il y a un 10. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui est plus grand que vous et plus que vous. Si vous êtes un 9, alors tenez compte de celui qui est en bas, mais tenez compte de celui qui est au-dessus. Voilà. C'est cette philosophie-là qui va nous permettre d'être une ligne forte et puissante. Merci de m'avoir accueilli ici à Paris. Merci surtout aux promoteurs de cette chaîne. J'espère vraiment qu'à mon retour de Kinshasa, je parlerai de vous et j'espère que cette émission va être aussi diffusée sur Géopolis Télévision. Ok. En tout cas, il n'y a pas de problème pour la collaboration. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci en tout cas de nous avoir suivis. Je veux remercier l'équipe technique. Et sans oublier Rex Kazadi qui était de passage, évidemment, qui nous a emmené aujourd'hui le grand Willy Kalenga. Et merci encore une fois au candidat Rex Kazadi. Et je crois qu'il sera encore là pour 2028. Hein. C'est 2028. Oui, oui. 2028. 5 ans plus tard. Ouais. 5 ans plus tard, il va revenir. Et nous remercions Maman Lise Manzambi, en tout cas, pour le soutien. Continuez à regarder votre chaîne Congo Africa et abonnez-vous massivement pour suivre nos programmes. Yadi, on dit merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Congo Africa.